Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Equinox Soir, votre rendez-vous quotidien d'analyse et de décryptage de l'information. Je vais commencer par cette déclaration, Madame, Monsieur. Le RHDP est né de la vision clairvoyante de chacun d'entre nous, bien plus importante que nos ambitions personnelles et les ambitions de nos partis. Cette alliance durera, elle vivra. Nous devons travailler main dans la main, le président Bédié et moi, pour transférer le pouvoir à la nouvelle génération en 2020. Dixit Alassane Dramane Ouattara. Madame, Monsieur, c'est le point du jour. Pour décrypter toute cette brillante déclaration, je suis avec Dr Luison Essomba. Bonsoir. Bonsoir à l'auto, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. C'est un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau. J'espère que nous aurons des arguments suffisants pour apporter des éclairages à l'endroit des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Permettez-moi également, si vous en avez gré, de saluer les autres panélistes. Voilà, vous êtes enseignant de droit public à l'université de Douala, c'est bien cela? C'est bien cela. Voilà, droit devant vous, c'est Maître Fidèle Doumbissi, avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir. Je devrais ajouter membre influent du MRC. Cadre du mouvement pour la naissance du Cameroun. Voilà, c'est bien fait. Et à ma gauche, Maître Emmanuel Pensy, avocat au barreau du Cameroun. Je dois ajouter aussi quelque chose de l'aile dure du RDPC? Non. L'aile de gauche, c'est ça? S'il y a une aile de gauche, oui. Disons qu'il existe un côté au niveau de ce qui est un parti pluriel. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un rassemblement. Oui. Où il y a souvent le bon grain qui côtoie l'ivraie. Oui. Et je pense qu'il faudrait que les gens qui aient une pluralité d'opinion pour faire avancer les choses au niveau de ce pays. Oui. Et la déclaration que vous venez faire et que nous allons décrypter du président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, ne me gêne pas du tout. Okay. Et on pourra en discuter tout à l'heure avec tous les talents que l'on trouve dans cette excellente émission. Voilà, et à ma droite, Thierry Gnopin, journaliste, directeur de la publication Confidentielle. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jalin Outou. Bonsoir également aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est un plaisir d'être invité pour cette deuxième édition de cette émission de soir. C'est une première. Le plateau est tout à fait relevé. En même temps, il est assez beau. D'ailleurs, c'est l'un des plus beaux plateaux que j'ai eu l'honneur de parcourir jusqu'ici. Donc, j'espère être à la hauteur avec les autres panélistes, à la hauteur des sujets posés sur la table du débat. Voilà, messieurs. Et en deuxième partie, nous allons débriefer le journal de Cédric Noufélé et avec surtout cet élément, comment la presse africaine a accueilli la candidature de Paul Biya. Madame, Monsieur, restez avec nous. Nous sommes là de 19h à 21h. Mais avant cela, le fait du jour. On regarde. Que je ferai en sorte que le RHDP continue de gagner ces élections. Oui, pour nous permettre en 2020 de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Oui. Oui. Merci. Merci à vous. Voyez-vous, chacun a la possibilité de servir son pays. C'est Roosevelt qui le disait, mais tous ne le servent pas de la même façon. C'est important de se dire que les générations se renouvellent. Voyez-vous, en France, la France a aujourd'hui un président qui a 40 ans. Lui qui a 40 ans, je ne veux pas dire que je suis trop vieux. Mais cela donne à réfléchir. Et
le monde change. Le Premier ministre d'Autriche a 31 ans. Le Premier ministre de Belgique a 38 ans. Et ainsi de suite. Nous devons travailler, le président Bédié et moi, la main dans la main, pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Merci. Merci à vous. C'était le fait du jour, une déclaration d'Abdraman Ouattara. Il faut rappeler, je vais rappeler les âges. Alassane Dramane Ouattara a 76 ans. Il est né le 1er janvier 1942 à Tiboko. Henri Konan Bédié a 84 ans, né le 4 mai 1934 à Daoukro. Voilà. Maître Pensy, dites-moi, ce discours, il est fait pour qui? Les diriger vers qui? Il s'adresse à qui principalement? Alassane Ouattara. Il s'adresse d'abord aux Ivoiriens. Et il s'adresse également à un contexte dans lequel tout le monde sait qu'il y avait des accords qui étaient signés. Et le président Bédié dit que normalement c'est son parti qui doit avoir la autour du PDCI. Du PDCI au pouvoir comme président de la République. Alors il y a un gros problème qui se pose puisque je ne sais pas si ces accords vont être respectés, mais s'agissant toujours de la présidence, il y a toujours beaucoup de personnes qui veulent avoir ce poste, mais il y a peu de lui. Donc il a voulu, à mon avis, régler un problème, qui était un problème d'ordre personnel, puisque tout le monde voyait mal comment il allait continuer à être au pouvoir. Et vous savez que le président Bédié a une position qui est un peu ambiguë, puisqu'il ne veut même pas laisser le parti aux autres. Donc il a voulu clarifier la situation en disant que, et surtout en faisant cette comparaison, à mon avis, avec une nouvelle génération d'hommes d'État que l'on trouve en Europe, et qui, quand vous le voyez, c'est extraordinaire. Macron, qui est président de la République, qui n'a pas encore 40 ans. Je rappelle que quand je suis devenu avocat au barreau de Paris, Macron n'était pas encore né. Moi, j'étais en octobre 77, et Macron est né en décembre. Et lorsque vous avez le premier d'Autriche, il n'a même pas l'âge d'un de mes fils. Et il a 31 ans, premier ministre d'Autriche. Et vous regardez celui de Belgique, 38 ans, sans compter, il a oublié également de parler du premier ministre de Trudeau, du Canada. Ça veut dire qu'il y a un renouvellement d'un personnel politique qui est jeune. Et ça doit également rappeler à nos dirigeants dans tous les pays d'Afrique. Parce que tous ceux qui sont là, même aujourd'hui, ont commencé à faire une carrière politique dans les années 60. Et dans les années 60, vous retrouviez au Cameroun des ministres qui avaient moins de 30 ans. Alors, on est étonné que 50 ans après, mais quand vous avez 60 ans, on considère que vous êtes un genou en politique, à moins que vous ne soyez quelqu'un qui soit coopté. Et à ce moment-là, vous avez toute une génération qui est une génération qui est totalement perdue au point de vue politique. Mais ce message également est un message subliminal qui peut s'adresser à d'autres chefs d'État à travers d'autres pays d'Afrique pour leur dire voici peut-être le chemin qu'il faudrait prendre. Et à ce moment-là, je suis tout à fait certain que ces chefs d'État qui sont des personnes intelligentes, parce que vous ne pouvez pas être chef d'État si vous n'avez pas une certaine intelligence, comprendront ce discours. C'est un discours qui appelle à la réflexion à tout le monde et peut-être que ça aura une répercussion dans notre pays ou ailleurs. Oui, Maître Fidel Djoumissi, à la chute, on dit, le président Ouattara dit, le pouvoir, il demande au président, il appelle toujours le président Bédié, de travailler dans l'optique de transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Maître Pensy l'a dit tout à l'heure, il y a eu des accords pour chasser Gbagbo, il faut le dire comme ça, entre le RDR et le PDCI. On sait que 2020, c'était le tour du PDCI de prendre les choses. Lorsqu'il dit, on a l'impression qu'il ouvre
que même les jeunes du RDR peuvent se lancer à la course à la présidentielle. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez la chose? Non, je pense que s'il y a eu accord politique entre le RDR, le PDCI et le RDR, les deux partis pourront, et le président Ouattara l'a bien relevé en indiquant que c'est de concert avec le président Bédié qu'ils vont voir comment transférer le pouvoir à la nouvelle génération. Non, un accord n'est pas toujours intangible. C'est-à-dire, l'accord peut être flexible, on peut reviser l'accord et trouver même peut-être le successeur de Ouattara au sein du RDR et non au sein du PDCI. Mais toujours est-il, ce que nous retenons, c'est qu'il a promis qu'il y aura, que cette alternance va s'effectuer de commun accord. C'est-à-dire, il ne le fait pas de façon unilatérale. Ce que je relève, ce qu'il dit, que ce sera avec le président Bédié. C'est-à-dire, ce sera une décision bilatérale, c'est-à-dire entre les deux alliés qui gouvernent en Côte d'Ivoire. Et lorsque nous observons le dernier gouvernement de ce pays, nous constatons que dans ce gouvernement, on a fait entrer beaucoup de membres du PDCI. Oui. Donc cela c'est un jeu de chaises musicales. Hein, oui, mais cela inaugure, cela augure, cela annonce que les deux parties sont toujours en harmonie, sont toujours en symbiose et se refait et ont un repère. Le repère, c'est le rassemblement, le DPH, c'est-à-dire le rassemblement des soufouettistes pour la démocratie et la paix. Ils ont leur modèle, c'est Houphouët-Boigny. Et si je pense que le président Alassane Ouattara ne souhaiterait pas que la Côte d'Ivoire retombe dans la situation d'instabilité et de crise qu'elle a connue à la suite du décès du président Houphouët-Boigny, c'est-à-dire paix à son âme, c'est-à-dire nous nous souvenons que c'est la longévité au pouvoir de Houphouët qui est parti sans avoir bien organisé sa succession, qui a plongé la Côte d'Ivoire dans la guerre civile pendant 10 ans. Donc, je pense que ils ont pris conscience de cela et veulent épargner ce trouble-là. Ne voudrait pas que ce trouble se répète et que la Côte d'Ivoire, qui a déjà retrouvé le chemin de la croissance, que ce pays puisse se consolider sur le plan économique. Et mon confrère aîné a bien relevé que c'est un message qui va au-delà de la Côte d'Ivoire. Ça dit c'est un message adressé aux pays africains, aux chefs d'État africains et surtout à la jeunesse africaine. Parce que la jeunesse africaine paraît un peu très peu engagée en politique. Il n'y a pas de participation de la jeunesse, c'est un problème qui se pose. Et maintenant, il faut que les jeunes commencent à participer à la politique, à s'engager pour que dans les années à venir, qu'on puisse avoir un premier ministre ou bien un président de la République de 31 ans, comme c'est le cas en Autriche, que l'on puisse avoir un président de la République de 40 ans ou 47 ans, comme c'est le cas au Canada. Donc, on ne peut pas avoir ça à l'immédiat parce que les jeunes ne sont pas préparés. Il faut qu'on engage le processus pour que dans 10 ans, 15 ans, que nous puissions avoir cette classe de jeunes qui peuvent diriger notre pays avec toute l'énergie qu'on leur reconnaît. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est l'énergie. Quand nous les voyons sur les terrains de football, nous admirons leur énergie, leur force qu'ils peuvent mettre au service de leurs nations respectives. Ok. Dites-moi, Buzon et Somba, est-ce que le président Bédié n'est pas floué? Ils ne se sont pas floués dans cette affaire? Comme on l'a dit, les accords sont là. Je ne sais pas s'ils sont écrits, mais on sait quand même que 2020, c'était au tour du PDCI de conduire la Côte d'Ivoire. Est-ce que la réaction d'Henri Konan Bédié, vous la comprenez? Parce qu'il faut dire qu'il n'a toujours pas ratifié le texte qui met en place ce parti unifié. Hein? Alors moi, je suis totalement frappé d'émotion par ces propos. Et je dois les décrypter en plusieurs domaines. C'est-à-dire que Alassane Ouattara met d'abord sur le plan démocratique un des piliers phares, qui est l'alternance au pouvoir.
il dit aussi, et c'est ça qui est particulièrement intéressant, que chaque fois qu'on est un chef d'État, il faut toujours se mettre au service de son peuple. Deuxième chose. Troisième chose, par rapport à Konan Bédié, il dit, et vous avez vu, il a répété près de 3 fois, qu'avec Konan Bédié, nous allons. Donc cela veut dire qu'entre les deux, il y aura donc une plateforme de négociation profonde pour pouvoir voir comment est-ce qu'ils pourront mettre en place quelqu'un de consensuel. Parce que ces deux partis, nous l'a rappelé tout à l'heure, qui ont toujours fonctionné de manière harmonieuse. Donc, et tout ne peut être harmonieux que sur fond des négociations. Donc moi je pense qu'il n'est pas floué. Et l'autre expression, l'autre pan intéressant, c'est qu'il dit, nous allons remettre le pouvoir à la jeunesse. Cela veut dire, il regarda l'âge de Konan Bédié, qui a 84 ans, et vous avez très bien fait de rappeler les âges, et voyant lui-même son âge 76 ans, il se dit, si Konan Bédié, à son tour, peut-être avec des velléités de reprendre le pouvoir, à 84 ans plus 5 ans, il aura 89 ans. Donc il n'aura pas l'énergie suffisante pour pouvoir conduire la Côte d'Ivoire. Et lui-même, ça démontre qu'il va abandonner le pouvoir. Donc, voilà une lecture globale que nous pourrons faire de ce propos frappant. Mais, moi, je dois encore redire une chose à leur retour. Je crois que Alassane Ouattara est en train de se démarquer positivement. Je crois qu'il prend fait et cause désormais pour une jeunesse. Parce qu'on a souvent dit que si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait. Donc, vous voyez aujourd'hui, il se rend compte que la jeunesse a de l'énergie. Et quand on a souvent utilisé un credo très fort, on dit la jeunesse est le fer de lance de la nation. Et que cette jeunesse n'est pas utilisée pour véritablement servir à ce fer de lance, ça veut donc dire qu'il y a un sérieux problème. Donc, le discours d'Alassane Ouattara est porteur d'intérêt. Je crois qu'il suscite beaucoup d'attention et que les gens qui comprennent les choses et qui peuvent lire d'entre les lignes doivent comprendre une seule chose, que ce discours nous interpelle tous et nous amène à comprendre que la jeunesse reste... Parce que quand je vais rebondir un peu dans le cas du Cameroun. Je prends l'exemple, quand le président Paul Biya est Premier ministre, il a entre 40 ans. Et vous voyez, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque avant 40 ans, il a occupé toutes les hautes fonctions de l'État du Cameroun. Secrétaire général, directeur du cabinet civil, Premier ministre en 75, et en 79, il y a une disposition qui fait de lui le successeur constitutionnel. À 49 ans, il est président de la République. Vous voyez, c'est très beau, toute cette image. Et je comprends pourquoi cette sortie d'Alassane Ouattara mérite donc qu'on y mette du doigt et qu'on y réfléchisse. Thierry Nyopé, lorsqu'on parle de jeune génération en Côte d'Ivoire, vous voyez qui? Guillaume Soro, Ahmed Bakayoko? En réalité, vous êtes certainement au fait que Guillaume Soro n'est pas au cœur des Ivoiriens au regard de la crise qui a secoué ce pays pendant de longues années, une crise qui avait été provoquée par des conflits post-électoraux, avec l'arrestation de Laurent Gbagbo dans des conditions à la limite. Tout le monde sait quand même que le monde entier, surtout au niveau des Africains, beaucoup d'Africains s'étaient insurgés contre cette manière de procéder. On avait tiré à boulet rouge sur Alassane Ouattara, mais également sur Guillaume Soro. Par contre, il y a une jeunesse. Vous avez parlé de Bakayoko. Il y a également, à côté de cela, celui que l'on ne présente plus beaucoup, parce qu'il est depuis un certain temps dans les geôles de la Cour pénale internationale. Mais en réalité, c'est quelqu'un, à mon sens, qui serait porteur de beaucoup d'espoir en Côte d'Ivoire. Et je suis de ceux qui pensent que si Laurent Gbagbo et... Vous parlez de Charles Blé Goudé? Voilà, je parle de Charles Blé Goudé. Si Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont encore en prison, c'est simplement parce que la communauté internationale qui avait pris fait et cause pour Alassane Dramane Ouattara avait voulu effectivement que M. Ouattara mène son pouvoir jusqu'au bout. Et je suis convaincu qu'au terme de ce dernier mandat, vous l'avez souligné d'ailleurs tout à l'heure, les téléspectateurs l'ont également écouté, en 2020, il ne sera plus candidat. Et donc je reste convaincu que d'ici à 2020, Laurent Gbagbo et toutes les personnes qui ont été quelque peu écrouées dans le cadre de cette crise post-électorale pourraient être libérées. Et je crois qu'à partir de là, on pourrait véritablement remettre le problème de l'alternance en Côte d'Ivoire sur la table des débats. Maintenant, pour revenir
sur cette déclaration de Ouattara, du président Ouattara. Il faut dire quand même que quand je l'ai écouté ce matin, c'était avec beaucoup d'émotion parce que je me suis dit, enfin voilà quelqu'un qui a compris où le monde est en train d'aller. Je ne reviendrai pas sur les âges de Macron ou du président Macron, encore moins du Premier ministre autrichien. Il est clair que les choses changent. On ne comprend pas pourquoi dans les pays africains, surtout notamment de l'Afrique centrale, parce qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, des choses changent quelque peu. Mais au niveau de l'Afrique centrale, on a comme l'impression que les chefs d'État de l'Afrique centrale sont déterminés à mourir au pouvoir. Je ne prendrai pas le cas du Gabon, mais quand même, quand le président Bongo est mort, il y a une sorte de changement. C'est vrai que c'est le fils qui a pris les rênes, mais au niveau de la gestion des affaires, les choses ont quelque peu changé. Maintenant, c'est vrai quand même qu'il y a une certaine opinion qui pense que le président Biya pourrait laisser la place à son fils Franck Biya, qui n'est pas très impliqué dans les affaires politiques. Ce n'est qu'une manière de voir, mais il est clair quand même que d'une manière ou d'une autre, il faudrait que les chefs d'État de l'Afrique centrale comprennent qu'il est plus que jamais temps de permettre à la jeune génération de s'impliquer davantage aux affaires. Monsieur Maître Djoumessi, Fidel Djoumessi soulignait tout à l'heure que les jeunes ne s'impliquent pas suffisamment, mais non, il n'y a pas de cadre réel au Cameroun pour permettre à ces jeunes, pour permettre à la jeune génération de s'impliquer davantage dans la chose politique, parce que toutes les tentatives, toutes les velléités de positionnement sont quelque peu étouffées, tuées dans l'œuf. Comment peut-on faire la politique dans ces conditions-là, quand on a à peine de quoi parfois nourrir une petite famille? Vous savez, il y a beaucoup de Camerounais le savent, il y a plus de 30 ans, certains sont mariés et d'autres même ne le sont pas parce que les conditions dans lesquelles la jeunesse évolue ne permettent pas toujours de se mettre en couple. Parce que épouser une femme au Cameroun est extrêmement compliqué. Tout le monde sait combien la dot est assez élevée. Imaginez que s'il fallait épouser une femme, avoir des enfants, les nourrir avec quel salaire? Ces conditions ne permettent justement pas à la jeunesse de se mouvoir et de penser à autre chose. Donc on se réveille le matin, soit on est sauveteur, soit on est, même quand on est employé, on est rémunéré à hauteur de combien. Donc la jeunesse n'a pas suffisamment d'outils qui lui permettent de s'impliquer, en fait de penser à autre chose. Ok. Maître Pensi, est-ce que vous pensez, comme certaines personnes, que la sincérité d'Alassane Dramane Ouattara peut être mise en question parce que c'est à 76 ans qu'il pense, au terme de son deuxième mandat, qu'il pense faire un clin d'œil à la jeunesse? Bon, je dois faire une petite remarque. Même en Guinée équatoriale, il y a des ministres qui ont 30 ans. Oui. Si vous ne le savez pas. Alors, donc, il y a eu quelques tentatives ici. Mais ce qui a... c'est que... Oui, Soignidio. Oui. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a... on a préempté le pouvoir au Cameroun par une certaine oligarchie qui ne veut pas du tout qu'il y ait des personnes qui aient une autre manière de penser. Nous avons un gros problème ici, c'est le problème de la pensée unique. C'est-à-dire tout le monde doit penser pareil. Les gens ont été formatés à l'INAM, c'est-à-dire vous devez avoir tel comportement, vous devez être obséquieux, il faut porter la valise du ministre, il faut faire ceci, il faut aller chuchoter, raconter des bêtises. Oui. Et il n'y a pas d'épanouissement d'ordre personnel de quelqu'un qui pense autrement. Je rappelle par exemple que même dans les créations scientifiques, Fleming a trouvé la pénicilline par hasard. Parce que tout simplement un papillon qui est parti de l'autre côté. Donc, les idées qui sont novatrices devraient être acceptées. Et ces idées novatrices, souvent, vous viennent de la jeunesse. Moi, j'ai des enfants qui ont fait subdécom, mais il y a des moments quand je discute avec eux, mon fils m'apprend pas mal de choses. Et on apprend d'autres personnes que ceux qui sont là. Donc, quand vous avez des personnes qui croient qu'ils savent tout, parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, quand vous êtes quelqu'un qui n'a aucun niveau et qui se retrouve à un certain rang au niveau protocolaire et qui fait n'importe quoi et comprend comme quelqu'un de sérieux politiquement, je dis que ça ne pousse pas à ce que ceux qui veulent émerger puissent réussir. Donc, je voudrais dire ceci, rappelle-moi encore ta question. Non, je voulais savoir, oui. Alassane Dramane Ouattara, il a 76 ans et c'est au terme de son deuxième mandat qu'il pense à la jeunesse. Non, mais est-ce qu'il y a sincérité dans ses propos? Oui, je pense qu'il est très sincère.
Je pense qu'il est sincère, et en plus, n'oubliez pas les pressions extérieures. Oui. Même ici, chez nous. Parce que vous oubliez, je ne vais pas éluder un problème qui se pose. C'est vrai que le président de la République se représente pour devenir candidat à 85 ou 86 ans, et que les gens se posent des questions en disant pourquoi il le fait. Moi, je vais vous donner une réponse. Il le fait tout simplement parce que ça n'a pas été préparé. On s'est retrouvé à un moment donné où il faut qu'il y ait un congrès qui doit élire un président du parti au suffrage avec une majorité absolue. Donc 2018 vous a surpris au RDPC? Ça vous a surpris? Vous savez pas ce qu'il devait avoir? Ça a surpris parce que ce n'était pas organisé. Il y a eu d'autres événements comme la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui a été, à mon avis, très peu bien gérée, pour être gentil. Et le fait qu'on s'est pas organisé, on a été surpris de voir comment ça se passe. Or, je pense que le président de la République est suffisamment intelligent pour savoir qu'à son âge, il doit penser à sa succession. Donc, cette succession-là, comment est, je souhaite qu'elle se fasse. Peut-être que 2020, que M. Ouattara a parlé, peut être une grande année pour l'Afrique, pour voir comment il peut y avoir une mutation, parce que le conseil donné par l'ambassadeur américain, les gens se sont offusqués. Moi, je pense que c'était une bonne chose. Nous, Dumessi et moi, on est avocats. Si vous venez me voir gérer le Cameroun c'est une grande entreprise. Si vous venez gérer le pays comme le Cameroun, à 86 ans, si vous venez me voir, je vais vous dire, est-ce que vous avez pensé à votre successeur? Parce que c'est une très grande société et quelque chose peut arriver. Et tout le monde se préoccupe en disant que le président est le maître de l'horloge et des délais. Je rappelle tout simplement que le maître du temps est le grand maître de l'univers, c'est Dieu. Et qu'à un moment donné, on se retrouve à cet âge-là, à un niveau où on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc la prévision est un élément fondamental même dans la gestion politique. Et là, il faut savoir prévoir même l'imprévisible. C'est pour cela que je crois, à mon humble avis, qu'il faudrait une modification constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il puisse faire en sorte que, comme le président Ahidjo lui a laissé le pouvoir, s'il est élu, qu'il y ait un mécanisme tout simplement au niveau de la dévolution successorale au niveau de l'État. Et qu'à ce moment-là, on puisse instituer, soit on dit que la personne qui va être là, parce que la modification constitutionnelle peut dire qu'on ne sera plus président au-delà de tel âge, oui. Ce qui permettra déjà d'éliminer un certain nombre. Par exemple, si on met 76 ans, ça permettra, qui assure l'intérim après de ne plus briguer et de faire en sorte que la chose puisse arriver à trouver une solution. Et ça, il faudrait qu'on arrive à ça, parce que certains pensent que c'est parce que le président bien est là, et c'est eux qui le forcent peut-être à rester au-delà de son âge. Parce que je ne voudrais pas qu'il nous arrive ce qui est arrivé au Zimbabwe, ou bien ce qui est arrivé en Espagne. Quand on a vu, quand il y avait le roi d'Espagne, on ne savait plus, on coupait la veine, on coupait le cœur, il vivait, etc., pour pouvoir préparer la succession. Donc une succession, c'est quelque chose qui se gère avec froideur et avec beaucoup de recul. Et je crois que le discours d'Alassane Ouattara appelle à ce qu'il y ait des réformes au niveau constitutionnel, institutionnel, et qu'on arrive également à la décentralisation, à la régionalisation effective, même si, parce qu'il faut gérer tous ces problèmes actuellement. Or, on s'est rendu compte, et ça il faut le dire, le discours du président de la République de décembre 2013, en disant qu'un gouvernement d'incompétents, les gens sont incapables d'avoir une feuille de route, parce qu'au Cameroun, on n'a pas vu de feuille de route, et même de route, on ne trouve pas. Et au fond, on se retrouve dans une situation tellement difficile actuellement que s'il n'y a pas de changement profond à court terme, alors que le pays est en train d'imploser, il risque d'exploser. Donc voilà ce que je dis. À ce moment-là, le discours qu'a fait Ouattara est un discours novateur. Il pense à la jeunesse parce qu'il s'est rendu compte, et on le lui a dit, parce que ne pensez pas, tout le monde le dit, que les gens ont l'impression que Cameroun c'est tabou, mais tout le monde pense que franchement, à un moment donné, il faut penser à faire en sorte qu'il y ait une suite pour que ce pays continue à vivre en paix. Et ça ne peut se faire que s'il y a une transmission
tranquille au niveau du pouvoir si le président est élu et qu'on pense beaucoup plus à la jeunesse qui est le fer de lance de la nation, comme il a dit à plusieurs fois. Et justement, je veux dire que cette jeunesse, on peut la retrouver dans le PDCI. Parce que c'est ça le nœud du problème. La question d'alternance en 2020. C'est ça qui fâche un peu le PDCI. Parce qu'aujourd'hui, Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara, ils se regardent en chienne faïence. Il y a un problème du respect des accords. Tout ce qui a été fait pour que Alassane Dramane Ouattara prenne les choses en 2000 et en 2011. Mais aujourd'hui, on ne respecte pas ce qui a été dit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit tout à l'heure que... Cette jeunesse, on peut aussi la retrouver dans le PDCI. J'ai dit tout à l'heure que les accords ne sont pas immuables. Les accords peuvent être modifiés. Même quand on fait un contrat, le contrat, en cours d'exécution du contrat... Mais celui qui vous a soutenu, vous pouvez le lâcher comme ça, maître? Non, nous sommes en politique et la politique repose beaucoup plus sur le dialogue, le consensus. Oui. Donc, on peut analyser et voir que la personne de la situation est dans le RDR. Bon, et il ne faut pas oublier que il y a ce projet d'unification du PDCI et du RDR. Donc, qui veulent retrouver peut-être l'ancien PDCI. Parce qu'il ne faut pas oublier que Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié sont des anciens camarades. C'est les anciens camarades du PDCI. Oui. C'est la succession de Feu Houphouët-Boigny qui les a séparés. Oui. Donc, ils peuvent, comme ils se sont déjà réconciliés, ils pourraient pousser la réconciliation plus loin et revenir à un seul parti. Et dans ce parti unifié, trouver la personne idoine, l'oiseau rare, pour continuer à gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai espoir que même si on trouve cette personne dans le RDR et non dans le PDCI, ce serait sur la base d'un accord, ça sera sur la base d'un nouvel accord, sur la base d'un consensus. Et la politique, c'est ça. La politique, c'est le consensus, c'est la négociation et en fonction du contexte. Et on agit toujours en fonction du contexte qui se présente au moment même. Donc, quand j'aurais dit ça, je devais revenir sur les propos de mon frère, mon grand frère, Maître Pensy, s'agissant de la préparation de la succession dans notre pays. Donc, il faut qu'on relève que pendant 36 ans, le président de la République n'a pas songé à préparer la succession. Il n'a pas fait ce que son prédécesseur avait fait. Puisque son prédécesseur l'a fait en 1979. Dr Luçon Essombala l'a relevé tout à l'heure. En 1979, il avait modifié la Constitution pour le préparer comme successeur. Alors même que la disposition qu'il avait introduite dans la Constitution pour lui permettre de lui succéder était contraire à la Constitution. C'était une disposition anticonstitutionnelle. Parce que à l'article 3, je pense, de la Constitution de 72, il est dit que le président de la République est l'élu de la nation. Donc pour être président de la République, il faut être élu de la nation. Comment un premier ministre est devenu président de la République sans être élu de la nation? Donc le président, il doit même violer la Constitution pour permettre à ce que M. Biya puisse lui succéder. Mais depuis 36 ans, il n'y pense pas, et c'est un ambassadeur, c'est dommage, c'est vraiment déplorable que ce soit un étranger qui vient aujourd'hui lui rappeler qu'il devrait penser à sa succession. C'est même une insulte à l'égard de notre peuple, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que parmi les 25 millions de Camerounais, on ne trouve pas celui qui peut remplacer Biya. Donc, je pense qu'en 2016, je parle sous le contrôle de Maître Pensy, en 2016, le congrès du RDPC devait se tenir. On a repoussé, on a renvoyé s'inédit le congrès du RDPC qui devait se tenir en septembre 2016. Et en novembre, la crise anglophone a été déclenchée. Peut-être même que la crise anglophone, c'est-à-dire ce renvoi du congrès qui ne donnait pas la lisibilité pour la succession, peut être une cause lointaine aussi de la crise anglophone. Donc, ce n'est pas la crise anglophone qui a empêché le président de la République de préparer la succession. Ce n'est pas la crise anglophone. Non, il a la volonté de s'agripper au pouvoir, la volonté de confisquer le pouvoir, la volonté d'y mourir.
Et c'est ça qui risque d'être un problème pour nous, parce que je crains que nous puissions tomber dans le cas de la Côte d'Ivoire, puisque c'est la longévité au pouvoir par Houphouët-Boigny qui a été cause de la crise ivoirienne. Oui, il y a surtout eu le problème de l'ivoirité, le concept d'ivoirité. Voilà, Bédi était président de l'Assemblée, c'était lui qui était préparé à ça. Maître Luison, Luison et Soba, docteur, Maître Dubessi a parlé de violation de la Constitution. Vous qui flirtez avec le droit, comment peut-on préparer la succession sans violer la Constitution? Pour le cas du Cameroun. Je dois pouvoir vous dire de manière objective que la révision du 29 juin 1979 est, comment dire, c'est-à-dire qu'elle est extraordinaire. Extraordinaire pourquoi? Parce que c'est pour la première fois que dans une disposition d'une Constitution, on voit qu'un président élu cède le pouvoir à un individu nommé. Parce que les transmissions, les dévolutions du pouvoir se sont toujours faites entre un élu et un autre élu. Ce n'est pas pour rien que quand nous lisons notre Constitution, on vous dit le président du Sénat, en cas de démission, de décès ou d'incapacité physique à gérer du président de la République, le président du Sénat assure l'interview. Vous convenez donc avec moi que le président du Sénat sort des institutions politiques délibérantes, donc de l'élection. D'où la nécessité donc d'être remplacé par quelqu'un qui est élu. Or, comme elle l'a si bien évoqué, c'est-à-dire en réalité, la révision de 1979 était un titre personnel, c'est-à-dire taillé sur la personne de Paul Biya. Et le président lui avait très bien fait. Nous avons écouté son épouse, qui vit encore, qui nous a révélé dans les vidéos que nous avons regardées qu'elle avait à un moment donné dissuadé son mari de passer le pouvoir plutôt à quelqu'un d'autre, à un de ses frères du Nord, Maïkano, à l'homme de Konsamba, comment est-ce qu'on l'appelle, Ici Vado, qui était son frère direct de filiation. Mais le président a tenu, il avait tenu bon, il a vu en Paul Biya quelqu'un en qui peut-être sur le plan caractériel, c'est-à-dire quelqu'un en qui le caractère flegme était possible, car hors du pouvoir, il pouvait le gérer. Et c'est plus tard qu'il s'est rendu compte que le pouvoir, c'est réalité. Donc, moi, je dois vous dire, c'était donc une révision taillée sur la personne ou la personnalité du président Paul Biya. Et vous voyez aujourd'hui que ces dispositions ont totalement et complètement disparu. Et je voudrais faire un autre commentaire pour pouvoir souligner que nous n'avons pas intérêt à ce que le président de la République meure au pouvoir. Ça, c'est une vérité qu'on doit dire aux Camerounais. Nous avons plutôt intérêt à ce que le président de la République parte de manière structurée, de manière aménagée, c'est-à-dire qu'il prépare sa succession. Au cas du RDPC, il y a des brillants messieurs là-bas, il y a des jeunes là-bas qui peuvent véritablement assurer cette succession. Et je vais replonger, peut-être ouvrir le débat sur le point que vous avez évoqué tout à l'heure, sur sa candidature. Moi, je vais vous dire, si j'avais été, ou bien si j'avais été le président de la République, je n'avancerai pas cette candidature. Qu'est-ce que je ferais sur le plan technique? Je passerai par voie référendaire, et non plébiscitaire, parce que le plébiscite porte sur une personne, le référendum porte sur un test de loi qui peut être un test de législatif ou constitutionnel. Je passe donc par un référendum constitutionnel où je demande au peuple camerounais de me permettre, afin de permettre qu'on inscrive dans la Constitution la possibilité d'une prorogation de mandat du président pour 2 ans. On va tomber en 2020. Et entre-temps, maintenant, le président dit, compte tenu de la crise anglophone qui sévit, on va chercher à résoudre cette crise. Et permettez-moi d'inaugurer tous les projets structurants. Permettez qu'on mette en place un code électoral consensuel. Permettez qu'on révise la Constitution à l'effet de faire voter les jeunes qui sont âgés de 18 ans. Parce que, à leur retour, cela ne s'explique pas qu'on soit responsable pénalement et qu'on ne puisse pas assumer son destin politique à 18 ans. Vous voyez? Et quand il le fait, je vous dis une vérité, le président sortirait par la grande porte et les Camerounais ne peuvent pas lui refuser les 2 ans. Et ça ferait de sorte qu'à 86 ans plus 2 ans, le président a 88 ans, il sort de la manière la plus digne et il assure une élégance républicaine. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'il se retire, il laisse les élections libres se dérouler, le candidat qui est élu, le président le salue au perron de Toudi, et on le voit se retourner et partir. Je crois que c'est la seule voie à leur retour qui reste dignement pour notre président de la République. Thierry Nyopé.
Oui, il faut quand même dire que... Ce schéma-là, il vous arrange un peu? En réalité, c'est très beau, oui, mais difficilement imaginable dans le sens de la pratique en l'état. Malheureusement, parce que pourquoi c'est la volonté, c'est ces hommes-là qui ne peuvent pas mettre ça parce que nous n'y sommes plus. Le président Biya a annoncé sa candidature. Oui. Donc, pour moi, toutes les théories de Dr Luzo et Somba, malheureusement, sont dépassées. Si j'avais été. Oui. Donc, voilà. Et j'apprécie en même temps la sortie de Maître Penty, surtout le courage qu'il a eu pour relever un certain nombre de choses. Il est clair quand même que quand on regarde comment fonctionne le RDPC, on a fort de raisons de craindre. Parce que le Cameroun est au bord de l'implosion, il a souligné tout à l'heure. Si on continue comme tel, en fait on est en train d'aller droit vers un mur, et si on continue comme tel, le Cameroun va exploser. Est-ce que le président Biya ne l'avait pas compris, quand même à 86 ans? Il est clair que tout peut arriver. Quelle est l'espérance de vie à 86 ans? On l'a suffisamment souligné tout à l'heure, à 86 ans, tout peut arriver. Si des enfants de 10 ans, si les enfants meurent à la naissance, imaginez quel peut être l'état de quelqu'un, ou l'état de santé de quelqu'un qui a 86 ans. Moi, je pense quand même qu'il aurait été préférable pour le RDPC d'amener leur candidat naturel à choisir une autre voie que celle d'une représentation. Malheureusement, nous ne sommes plus à ce niveau. Et on a même constaté que le président Biya a choisi plutôt une autre voie. Il n'est pas passé par le congrès du RDPC. Il n'est pas passé par le choix au niveau du bureau politique, de cette formation politique, à moins que le bureau politique ait siégé sans que l'information soit rendue publique. Mais il a choisi une autre voie, passer par les réseaux sociaux. Donc, il épouse d'une autre manière le contexte de la modernité, de la mondialisation. C'est-à-dire, il s'inscrit dans l'ère du temps. C'est pour ça qu'il y a un journal qui a publié que à 85 ans, un jeune de 85 ans parle aux jeunes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu relever. Malheureusement, nous ne sommes plus à ce niveau. Je pense quand même que les turiféraires du RDPC qui clament à eux à dire que le président Biya est l'homme, le maître du temps, l'homme à tout penser, le seul capable de gérer le Cameroun, devrait réfléchir par deux, parce que il y a au sein du RDPC des énergies extrêmement intéressantes qui pourraient mener à bien la barque Cameroun. Mais on ne comprend pas comment, toujours au sein de cette formation politique-là, les appels à candidature sont multipliés, en fait ont été multipliés parce qu'aujourd'hui, Paul Biya a répondu favorablement à ces appels-là. Donc on attend simplement que d'ici au mois de septembre, d'ici au 27 septembre, que les choses prennent véritablement corps et que ces derniers redescendent sur le terrain pour, pourquoi pas, amener les différents militants à voter leur président. Parce que quand on regarde quand même l'opposition camerounaise, on se pose des questions. On avait espéré à un moment donné que d'une manière ou d'une autre, on pourrait arriver à une candidature unique, mais avec cette pluralité de personnes qui déposent leur dossier. Aujourd'hui encore, je crois qu'il y a eu trois dossiers déposés, ce qui porte à 9. Il y a eu le dossier d'un homme comme Garga Manadi, dont on connaît l'âge assez entamé, Adamou Damdjouya également. On ne comprend pas comment ces personnes, à leur âme et conscience, après avoir même écouté la sortie de Dalaman Ouattara, soient arrivés jusqu'à déposer leur dossier ce jour. Pour moi, il est question pour les Camerounais de repenser un certain nombre de choses. Il est possible de battre le président Biya, même dans le système actuel. C'est-à-dire, même si on est dans une élection à un tour, même si il n'y a pas de bulletin unique, même s'il n'y a pas de biométrie véritable à l'entrée et à la sortie, même sans véritable coalition, les Camerounais, je continue à croire que les Camerounais sont suffisamment matures pour pouvoir comprendre quand même qu'il y a un âge où on ne peut plus imaginer que vous soyez dans un bus conduit par quelqu'un de 85 ans, c'est jamais autour. Je crois quand même que vous craindrez pour votre vie. Maintenant, nous sommes assez jeunes. C'est vrai quand même que le président Biya, mais je reste convaincu quand même que ce n'est pas lui qui gère ses comptes Facebook, encore moins Twitter, mais je reste quand même, il se dit que c'est lui qui le fait, mais dans la pratique,
je ne vois pas le président Biya en train de faire des tweets. Il y a des gens, il y a des gens certainement autour de lui. Il faudrait que les Camerounais comprennent qu'il est plus que jamais temps, avec cette élection du 7 octobre, de prendre leur destin en main. Est-ce qu'ils prendront véritablement la mesure des choses? Alaman Dramane Ouattara nous parle vivement que la jeunesse également se saisisse de cette opportunité pour s'impliquer davantage dans le processus électoral. Justement, Maître Pensi, est-ce que la jeunesse dans votre parti, le RDPC, comment elle a perçu ce message de Alassane Dramane Ouattara? Quelle jeunesse? La jeunesse dans le RDPC. La jeunesse au RDPC... Puisqu'il y a une partie de la jeunesse là-bas qui continue à faire confiance, on a vu, au président, comme on dit, un homme de 85 ans. Oui, mais moi je ne sais pas si c'est vraiment le problème d'âge qui est... je crois que l'opposition va simplement... Je vois dans Facebook et dans les réseaux sociaux, tout le monde parle simplement de l'âge. Je rappelle que le président Napolitano d'Italie avait 95 ans. Bon, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais je voudrais dire que si on prend tout simplement pour campagne politique l'âge, vous avez raté. Et si vous regardez d'ailleurs tous ces personnages politiques qui ont Dame Dieu, il a quel âge? Il fait 80. Il était ministre dans les années 70. Oui, 70 oui. Si vous regardez encore Gaga Ama Adji, c'est pareil. Si vous regardez, bon, il va avoir une quinzaine de candidats. Et ils sont candidats, ils ne sont pas aux affaires. C'est deux choses différentes. Non, mais vous ne pouvez pas être... Si vous êtes candidat, en espérant être élu. À moins que ce ne soit un plan subliminal, tout simplement pour permettre au président d'être élu. Parce que la division de l'opposition, ça profite au RDPC, ça, il faut le dire. Et j'ai encore lu aujourd'hui, mon ami Joshua, aussi qui était en train de dire que en 92, ils auraient gagné et que, bon, ça fait que avec le système actuel, il est hors de question qu'il y ait un candidat unique. Dans le cadre d'une stratégie que je n'ai pas à faire pour l'opposition, si l'opposition part en ordre dispersé avec certains talents, que ce soit Maurice Kamto, que ce soit mon ami le bâtonnier Akere Mouna, etc., vous avez quand même des gens qui vont avoir chacun 3, 4% ou 5%. Et quand ça va s'additionner de l'autre côté, je rappelle tout simplement que c'est des personnes qui n'ont eu qui n'ont pas d'élu et qui n'ont jamais été aux affaires et qui ne sont pas allés comme... Parce que ce qui va fonctionner et ce qui fonctionne au niveau du parti, ce n'est pas le président de la République, Paul Biya, qui va aller dans les fins fonds des quartiers. Nous, le RDPC est en campagne depuis toujours. Si vous allez dans les villages, c'est une spécificité camerounaise. Oui, que le candidat n'aille pas dans les fins fonds des villages. Mais je vous dis que dans les fins fonds des villages, les dames portent même les robes. On a vu le président Ali Bongo descendre partout. Hein. Ali Bongo a 50 ans. Et voilà. Donc il y a un problème d'âge. Oui, mais c'est de stratégie. Chacun, en fonction de votre âge, vous avez une stratégie. La stratégie du RDPC, c'est que le RDPC est toujours en campagne tous les jours. Contrairement à d'autres partis, les gens, ils se lèvent le matin. On ne les a jamais vus. Et puis, à la fin du mandat, ils reviennent. Mais monsieur, où vous étiez depuis 7 ans? Alors que le RDPC était en train de distribuer les sacs de sardines, de riz, de machin, tout ça, de plantation, chaque fois qu'il y a un problème. Et que les leaders du RDPC, qui sont des leaders régionaux, sont toujours là, en train de payer l'école, en train de faire ceci, que ce soit à l'Est, Monsieur Lé, que ce soit au centre, que ce soit au sud, que ce soit... Mais eux, ils sont sur le terrain tous les jours. C'est ça la différence qu'on ne voit pas les autres partis politiques. On a beau être un parti politique des avocats ou des juristes comme celui du RDPC... Mais là, vous citez les fonctionnaires. Mais les fonctionnaires... Ils prennent cet argent où? Je dis, pas d'intérêt, pas d'action. C'est ça le problème. C'est-à-dire, quand vous savez que dans votre poste que vous avez là, ce que vous avez dans ce poste-là, c'est parce que tout simplement vous militez bien, vous allez continuer à militer. Ce n'est pas simplement spécifique au Cameroun. En France, les gens qui sont dans le régime et qui travaillent pour Macron, c'est à eux qu'on donne les postes. On va pas donner les postes à une autre personne. Donc on va donner à quelqu'un qui va être là et il y a un retour d'ascenseur. Donc le RDPC gagne tout simplement parce qu'il y a une force multiforme qui vient de partout, qui vient renforcer la personnalité de celui qui est élu. Alors le président de la République a, je pense, avec, maintenant il va avoir peut-être 10 ou 12 candidats, on aura certainement peut-être pas le score qu'il a eu. Le dernier score c'était à peu près 79% qu'il avait eu. Bon, peut-être avec... Je suis qui sera élu.
Oui, je pense qu'il sera élu parce que le mode, le comportement des Camerounais est tout simplement d'ailleurs de voter pour celui qui est au pouvoir. C'est-à-dire, comme on a les chefs au niveau chez les Bamileke, vous avez le chef, il a je ne sais pas quel âge, il a 100 femmes, c'est pas grave, il fait ce qu'il veut, mais chaque fois c'est lui le chef. Donc on a la culture du chef avec nous. Mais moi, en ce qui me concerne, ce que je voudrais, au-delà de ce problème de chef, je voudrais tout simplement que le président sache que il ne pourra pas aller jusqu'au bout de son mandat s'il est élu. Donc, je souhaite... Pourquoi? Qu'est-ce qui va empêcher? C'est l'âge qui va peser? À un moment donné, oui, il faudrait savoir qu'il faut préparer votre succession. Je vous ai dit comment je suis, je suis avocat d'affaires. Mais c'est ce qu'on demande depuis. Il ne fallait pas attendre 85 ans. Non, mais c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Il le fera, parce que s'il ne le fait plus... et moi, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Essoba, qui m'a turlupiné, décider qu'il va faire un référendum pour dire que je vais rester là 2 ans. D'autres ont suggéré d'autres arguments en disant que s'il le fait, il faut qu'il gouverne par ordonnance. Je vois ici comment tout le monde allait plonger sur le président en disant que c'est devenu alors le pire des dictateurs parce qu'il va se passer de l'Assemblée nationale, il va gouverner par ordonnance et que ça n'ira pas. Et je dois dire ici que je ne suis même pas certain que lui-même voulait se présenter. Parce que je ne suis pas... Oui, mais le président, tout à l'heure, il y a mon ami du monsieur qui a dit qu'il veut mourir au pouvoir. Je ne suis pas sûr. Il y a n'importe qui voudrait vivre avec ses enfants, aller en vacances, avoir une vie. Moi, je ne pense pas que la vie du président de la République, d'un chef d'État, soit la meilleure vie du monde. Parce que, moi, le monsieur et moi, de temps en temps, nous allons dans les dancing. Je n'ai jamais vu le président de ma vie, que ce soit à Paris ou ailleurs, en train de danser le ndombolo dans les boîtes de nuit ou ailleurs, et de vivre, d'aller manger les soya à la briqueterie, etc., d'avoir une vraie vie. Donc c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a été au service de la nation et qui a travaillé. Et je dis qu'à ce moment-là, c'est une vie de sacrifice, comme quelqu'un qui, comme lui, devait être un séminariste. Il est à l'église, il est politique, comme on rentre en religion. Donc sa religion, c'est la politique. Oui. Et sa stratégie, puisqu'en fin de compte, le RDPC allait être en difficulté, était de se présenter, quelles que soient les récriminations qu'on allait lui faire, pour pouvoir, à ce moment-là, peut-être, et je l'espère, sortir par la grande porte au niveau de l'histoire. Et moi, je souhaite, personnellement, qu'il réussisse. Je souhaite qu'il y ait des modifications. Je souhaite que, s'il est élu, qu'il le fasse rapidement, qu'il modifie, qu'il nomme de nouveaux jeunes, qu'il y ait de l'espoir dans ce pays et que les choses aillent mieux. Et qu'il fasse un discours à l'égard de la nation par rapport au nord-ouest et au sud-ouest et que des résolutions soient prises et qui dégagent ces gens-là dont il a traité d'incompétents en 2013. Voilà, retour sur le plateau d'Equinoxois, toujours en compagnie de Maître Fidèle Doumbissi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thierry Niobé. Bonsoar. Bonsoir Luison Essomba. C'est un plaisir. Bonsoir à vous également, Maître Emmanuel Pensi. Bonsoir. Voilà, dites-moi, Paul Biya n'a pas pitié de son pays? Qu'est-ce qu'il a fait à son pays? Il se représente là. C'est son droit le plus strict. Je crois que la Constitution permet au président de la République de se présenter, et c'est ce qu'il a fait. Et je crois d'ailleurs que ses adversaires politiques, mis à part des problèmes qui sont des problèmes annexes, ne voient pas en cela une violation de la Constitution. Donc il se présente, il restera aux électeurs tout simplement de trancher. Le problème n'est pas là. On a un problème, c'est vrai, qui se passe ailleurs. Par exemple, au Japon, où le Parti libéral est resté 40 ans au pouvoir. C'est vrai qu'il y a de temps en temps un changement de Premier ministre. Et je dirais une chose, on pourrait, il y a là ici le docteur Essomba, il y a les politologues qui peuvent vous dire que il existe un gros problème qui existe au Cameroun, c'est que c'est un régime présidentiel fort et que ça dépend d'un seul homme. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, on pourrait apporter également au niveau des modifications de la Constitution le moyen de faire en sorte que
le Premier ministre puisse sortir du parti majoritaire à l'Assemblée nationale et que lui-même soit choisi de préférence parmi les élus. Et que ça peut être quelque chose qui soit formidable. Tout à l'heure, le docteur Essomba vous a dit, avec Dumissi, en disant que on a allé choisir un Premier ministre qui n'était pas élu, mais dans le cas présent, le président de l'Assemblée du Sénat est-il élu? Il est considéré comme étant celui qui doit assurer l'intérim. Oui, juste l'intérim, mais il ne va pas succéder. Comme... mais il est considéré à ce moment-là. Oui, c'est pour un temps. Pour un temps. Oui. Mais il a été nommé. Je crois que c'est un paradoxe de constater tout simplement que, et c'est une réalité, le Cameroun aime beaucoup les nominations. Ça, c'est quelque chose qui est terrible. J'ai discuté encore, c'était tout à l'heure, qu'on a vu que même souvent pour des greffiers, vous avez décret président de la République. C'est quelque chose d'incroyable. Vous avez pour des postes subalternes, il faut attendre le décret. Un vague, je ne sais pas, personnage qui se trouve avec indice 300, il faut qu'il attende le décret de nomination. Et ça, c'est quelque chose, il faut se débarrasser de ça. Oui. Au niveau de la présidence de la République, il y a trop de parapheurs à signer. Donc, c'est un pays qui aime les nominations. Donc, le président n'aime pas... Non, c'est peut-être, paradoxalement, et c'est ça la culture africaine, que comment se fait-il que quelqu'un vous dit que la personne est là, mais vous êtes toujours en train de les lire. Mais on ne va pas demander si le président se présente. Il s'agit aux électeurs de trancher. Mais si vous voyez qui se met en face de lui, vous voyez Gaga m'a dit, c'est pour chercher quoi? La dernière fois, je ne sais même pas s'il a eu 2%. Vous avez... le troisième, hein, oui, le troisième avait 2% et 2,5%, c'est quelque chose de honteux. Oui. Et vous avez Dame Dioya qui se présente, tous ces personnes. Oui, on parle des candidats dans un instant. On va revenir sur le regard de la presse sur le président Biya. Le président, en ce qui le concerne, a choisi tout simplement, avec ses forces et peut-être ses faiblesses, de braver le suffrage universel direct. Et à ce moment-là, il appartient aux électeurs de les lire librement et que les élections soient libres et transparentes. C'est ça, je pense, le plus gros problème. Oui. Et c'est ça le défi qui concerne les autres candidats. Ils sont déjà 10. Et donc, oui. C'est le peuple camerounais, ou bien vous insultez le peuple camerounais en disant que le peuple camerounais est stupide. Thierry Nyopé, Zimbabwe Today dit, un homme de 85 ans qui sollicite le peuple pour un 7e mandat, c'est un dictateur. Il vit en Suisse, visite le Cameroun, tient conseil de ministre tous les 3 ans. Ils ont oublié l'âge de Mugabe? C'était une parenthèse. Hein? Il n'est pas le seul. Oui. Il y a plusieurs dirigeants africains qui dépassent le président Biya et même mondiaux qui dépassent le président Biya en âge. Maître Pensi le soulignait tout à l'heure, que si on évoquait simplement le volet âge du président Biya, cela serait un faux débat. En réalité, c'est un débat, mais ce n'est pas le seul. Il faudrait justement qu'on questionne le bilan du président Biya, 36 ans après avoir pris les rênes du pouvoir, au-delà même de ces 36 ans. On l'a souligné tout à l'heure, le président Biya était dans les circuits, dans les arcanes du pouvoir pendant de longues années avant de prendre la tête de ce pays constitutionnellement. Maintenant, il faudrait, au-delà de ces aspects-là, questionner qu'est-ce que le président Biya a concrètement fait pour le peuple camerounais. Parce que, alors où nous parlons, on a vu un reportage sur Equinox Télévision où des enfants dans la région du Nord fréquentent en main le sol. Regardez seulement les routes de Douala. Les routes de Douala sont dans un état extrêmement piteux. Il devient pratiquement impossible de rallier l'axe Lou en passant par Lokbaba, Nyala, Yassa, parce que la route est devenue impraticable. Il en est de même pour la route qui mène du côté de l'hôpital général. Un hôpital de référence comme celui-là n'est pas desservi par une route carrossable. C'est intolérable. Est-ce que les gens qui entourent le président Biya, est-ce que les gens qui sont nommés par le président Biya font véritablement le travail? Est-ce que ces gens aiment le président Biya ou s'aiment? Est-ce que ces derniers aiment le Cameroun? Il faudrait se poser la question. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui est nommé effectivement par le chef de l'État, qui est là depuis pratiquement une décennie, qu'est-ce qu'il a concrètement fait pour la ville de Douala? Est-ce que la faute reviendrait nécessairement au président Biya qui les nomme? On le pense, parce qu'en réalité, quand un enfant fait mal, on le sanctionne.
quand on gère mal alors qu'on est nommé, on devrait être sanctionné. Donc, si le Cameroun va mal, c'est bon parce que les gouvernants n'appliquent pas la feuille de route qui leur a été accordée. C'est la faute également à celui qui les nomme. Oui. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette malgouvernance est, qu'on le veuille ou pas, impliquée. Et c'est le président Biya qui, d'une manière, vous le soulignez, c'est le président Biya qui payera les pots cassés le moment venu. Est-ce que les électeurs sont suffisamment au fait de ces sujets-là? Aux formations politiques de l'opposition, de le démontrer a suffi. Maintenant, la presse également a un rôle essentiel à jouer à ce niveau. Je l'ai toujours dit, nous sommes au-delà, pour moi je pense, hein, au-delà d'être des objecteurs de conscience, nous sommes des historiens du présent. Nous avons l'obligation de dire exactement ce qui a été fait par les uns et les autres. Est-ce que Maître Kamto mérite les suffrages universels des Camerounais? Qu'est-ce qu'on peut mettre à son actif? Est-ce que le bâtonnier Maître Akeremouna mérite ces suffrages-là? En réalité, nous devons faire notre travail en mettant sur la table, en faisant un travail objectif, qui permettrait, parce que qui donnerait une grille de lecture à nos différents lecteurs, aux téléspectateurs et aux auditeurs de savoir exactement, le moment venu, qui choisir. Mais toujours est-il que pour l'instant, celui qui a un bilan à défendre, c'est le président Biya. Oui. Et pour l'instant, le bilan n'est pas assez élogieux que celui-là. Voilà, justement, Dr Louison Issomba, lorsque on dit, la presse en ligne reprend cette déclaration d'Achille Mbembe, toutes les conditions sont réunies pour la déflagration dramatique, une déflagration dramatique au Cameroun, un véritable tableau chaotique là. C'est surtout, si l'on s'appuie sur les dispositions pertinentes de la Constitution, en son article 6 nouveau de la révision de 2008, il est clairement mentionné que le président de la République est élu au suffrage universel direct à un tour. Il y a un point, et après on dit il est rééligible. Donc, cela consacre une clause illimitative du pouvoir, c'est-à-dire qui consacre l'exercice viager du pouvoir politique. Mais moi, je dois pouvoir vous dire, et ça, je voudrais le dire à Niobé, qu'il ne faut pas être naïf, le président de la République, au regard du temps qu'il a mis à exercer à la magistrature suprême, je pense pour ma part qu'il ne doit pas être battu par les élections. Il ne doit pas, comment dire, qu'à l'issue d'une élection, on dit on a battu le président. Et je dois vous dire, Monsieur Serge Tout, sur le plan technique et pratique, on se rend compte qu'au niveau des pays de l'Afrique centrale, aucun président de l'Afrique centrale a jusqu'ici été battu par les élections. Parce que le RDPC est un parti État, il faut le dire de la manière la plus froide. Et ce sera bien difficile dans le contexte actuel, avec un code électoral qui est problématique, avec une structure en charge des élections qui subit chaque fois des critiques. Et on a vu un des membres du Conseil constitutionnel appeler à la candidature du président. Vont-ils tuer le devoir d'ingratitude? C'est-à-dire que donner en défaveur celui qui les a nommés. Ce sera donc très difficile. C'est pourquoi je dis, le président de la République n'a pas besoin d'être battu par les élections. Si nous attendons cette voie-là, ce sera bien difficile. Et c'est pourquoi les Achille Mbembe parlent d'une déflagration sur le plan social, parce que le président n'accepterait pas être battu par les élections. Et mais pourquoi accepter en Afrique centrale hein? Écoutez, Sassou Nguesso a été battu en 92 par l'Issouma. Oui, ne crachons pas sur la réalité. Vraiment, ne faisons pas des analyses. Comme il est revenu. Mais il a quand même été battu. Hein. Oui, ne faisons pas des élucubrations. Moi, je pense pour ma part, et on le dit clairement aux téléspectateurs qui nous écoutent, et d'ici et d'ailleurs, qu'en réalité, avec le temps mis par le président de la République, et ça je le dis de manière objective, il ne pourra pas dans ce contexte être battu par les élections. À moins qu'il y ait une tournure de style que par les leaders d'opposition se mettent, coalisent, et même jusque-là, ce sera difficile, parce que quand vous avez écouté le professeur Maurice Kamto qui vous disait, il s'est souvent déroulé l'élection présidentielle au Cameroun, mais cette élection sera particulière. Ça veut donc dire que les leaders des partis d'opposition, ils sont 10 aujourd'hui. Je pense pour ma part qu'ils sont décidés que cette élection présidentielle se déroule dans les règles de l'art, en respectant les principes de transparence, de sincérité et bien d'autres. Moi, je voudrais dire, Serge Tout, ne faisons pas la langue et sans fausse modestie, je suis de ceux qui pensent que le président de la République aurait pu faire autrement. Et ça, je l'ai indiqué tout à l'heure. Bon, peut-être Niobe a estimé que c'était des théories, des décolles, mais en réalité, il aurait pu.
il aurait pu, le président de la République, j'ai dit il aurait pu, parce que préparer sereinement sa succession. Et quand on fait, il a évoqué un aspect Est-ce qu'on doit parler de préparer la succession? Le peuple est là, c'est le peuple qui décide, qui met à la tête du pays. Préparer la succession, d'abord au sein du parti. Au sein du parti, d'abord. Et attends, je voudrais chuter pour dire que, je me disais tout à l'heure qu'il faut évaluer les chefs d'État sur leur bilan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je pense qu'on peut juger le président sur 2 points. Il a été un grand président. C'est-à-dire, on l'a vu gérer le conflit sur la presqu'île de Bakassi en toute passivité. C'est-à-dire qu'on a choisi la voie pacifique. On l'a vu dans d'autres chantiers. Est-ce que la crise anglophone n'est pas en train de diluer tout ça? Non, je suis en train de revenir. Ça veut dire que j'ouvre un peu le volet extérieur. On l'a vu gérer le conflit là, sur la presqu'île de Bakassi. On a vu que le président est plus dynamique sur le plan diplomatique. Mais maintenant, il n'est pas un bon président. Pourquoi? Là, excusez de l'euphémisme. Tout simplement parce que nous avons eu, par exemple, la crise, j'allais dire, le truc ferroviaire des écarts. Voilà. Où nous avons quand même tout de même attendu une sortie du président de la République, au moins un message de condoléances à l'endroit des familles. Mais c'est venu un peu plus tard, mais pas par lui. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a un événement malheureux, on dit on va mettre en place une commission qui va essayer d'évaluer, et jamais on en a eu des résultats. Vous avez vu, voilà aujourd'hui la crise anglophone, toutes les sorties du président de la République ont eu une envolée répressive. Et c'est la raison pour laquelle on a dit le président devrait, au-delà des canons prévus, c'est-à-dire le 10 février, le 31 décembre, tenir un discours spécial sur la question anglophone. Si, en défaut de 10 décembre, c'est-à-dire que dans les 2 zones dites querellées, le président devrait, dans le cadre de la crise anglophone, tenir ne serait-ce qu'un discours. On l'a souvent dit, même la Bible le dit avec pertinence, là, tout a commencé par la parole. Okay. Donc, monsieur Alain Serge-Otou, je pense pour ma part que évitons un bain de sang au Cameroun. Quand vous voyez Alassane Ouattara faire une telle sortie, les Ivoiriens ne sont plus prêts de revivre ce qu'ils ont vécu il y a 5 ans aujourd'hui. Ok. Dites-moi, Maître Fidèle Doumbessi, Dr Luison dit que le président ne peut pas perdre. Est-ce que ça vous fait au MRC? Non. Votre champion, il est... Au mouvement pour la renaissance du Cameroun, et comme Dr Luison l'a bien relevé, le professeur Maurice Kamto a dit l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 sera particulière. Et nous sommes convaincus, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, que nous allons gagner cette élection. Que nous mettrons... Qui est coalition ou pas? On va terminer par là. Que nous mettrons Paul Biya en retraite, comme il a refusé de prendre... Vous allez gagner une coalition de l'opposition, c'est ça? Coalition ou pas coalition, vous allez gagner. Il y aura changement. Il y aura un vainqueur et le vainqueur viendra de l'opposition. Pas forcément de Maurice Kamto. Oui, ça dépendra des Camerounais. C'est les électeurs qui vont choisir parce que... c'est l'élection à un tour, hein? Oui, c'est une élection à un tour. Nous en sommes conscients. Ils sont déjà 9 là. Nous en sommes conscients. Et nous pensons que l'élection de 2018 ne sera pas comme celle de 2011, au moins pour 2 raisons. Première raison, c'est qu'à cette élection, il n'y aura pas un trop plein de candidats. Oui. Comme en 2011. En 2011, il y avait 20 candidats et avec 23 candidats. Avec 23 candidats, on a embrouillé un peu le peuple. La caution n'était pas aussi forte que maintenant. Oui. C'est peut-être ça? Non, pas la question de cautionnement, parce que le cautionnement, les gens peuvent aller trouver même dans des moyens, même dans les... Comme ils peuvent aussi aller chercher des partis qui ont des élus. Ils peuvent aller chercher... Il ne faut pas négliger ça. Ils peuvent aller chercher les 30 millions dans les différents circuits financiers que connaît notre pays. Il y a les tontines et tout cela, ils peuvent emprunter, parce qu'ils peuvent miser aussi sur le financement de la campagne. Qui le plus souvent est au-dessus de la caution. Et faire des appels. Bon, il peut faire des affaires. Bon, la deuxième raison qui fonde notre espoir et que cette élection ne sera pas pareille, c'est que en 2018, Paul Biya va trouver en face de lui des vrais candidats. Ok, merci. Il y a au moins 3 candidats qui ont le profil, c'est-à-dire aux yeux des Camerounais, selon l'opinion camerounaise, l'opinion de l'électeur, il y a au moins 3 candidats. Oui. Il y a le professeur Maurice Kamto, il y a aussi Joshua, et il y a également
le bâtonnier Akeremouna. Avec ou sans coalition. Oui, L'un peut battre le président Biya. L'un de ces candidats peut battre le président Biya. Même s'il n'y a pas coalition. Oui, même s'il n'y a pas coalition, les électeurs auront à choisir parmi les trois. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, cher monsieur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Merci. Merci, Maître Pincy. Mais je voulais quand même dire une chose. Rapidement, oui, rapidement. Au Cameroun, le président Biya a des collaborateurs qui disent toujours on va prendre des mesures. Mais les tailleurs qu'il a nommés ont déchiré le tissu social. Ok, ce n'est pas de sa faute à lui. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, merci d'avoir une fois de plus été au rendez-vous d'Equinox Soir. Nos programmes se poursuivent avec Parole de Femmes, animé une fois de plus par Julingue Nyondé. À demain, 19h. Merci.